Sous la pluie battante, Étienne courait dans les rues pavées de Montmartre, son cœur cognant plus fort que les gouttes sur son visage. Il venait de claquer la porte du bureau, laissant derrière lui des éclats de verre et des regards médusés. Une vérité, une seule, avait suffi à faire trembler les murs de l'agence où il avait passé 5 ans de sa vie. Paris, Autumn 2025. La ville semblait briller sous les néons, mais pour Étienne, chaque lumière était un rappel de son humiliation. À 32 ans, il était graphiste dans une agence de publicité prestigieuse, La Lumière Créative, nichée dans le 9e arrondissement. Ses collègues l'avaient toujours vu comme le garçon discret, talentueux, celui qui transformait des idées banales en visuels époustouflants. Mais ce matin-là, tout avait basculé. Dans la salle de réunion, l'équipe s'était rassemblée pour présenter une campagne pour une marque de luxe. Étienne, comme toujours, avait préparé des planches impeccables. Pourtant, lorsque son tour était venu, son supérieur, Marc, un homme d'une 50aine d'années au sourire carnassier, avait lâché une remarque cinglante. « Étienne, ton travail est trop coloré, trop flamboyant. Ça doit venir de ton style de vie, non ?» Les rires étouffés des collègues avaient transpercé Étienne comme des lames. Il avait senti le rouge lui monter aux joues, mais pas de honte, de rage. Il était gai. Tout le monde le savait, ou du moins, le supposait. Mais ce n'était pas un secret qu'il brandissait comme un étendard. Étienne voulait être jugé pour son travail, pas pour qui il aimait. Pourtant, depuis des mois, les pics de Marc s'étaient multipliés, toujours déguisés en plaisanterie, toujours assez subtils pour qu'il ne puisse pas répliquer sans passer pour paranoïaque. Ce jour-là, cependant, quelque chose en lui s'était brisé. « Tu veux parler de mon style de vie, Marc ?» avait-il répondu, la voix tremblante mais claire. La salle s'était tue. « Tu veux savoir ce que c'est, d'être humilié devant tout le monde pour quelque chose qui ne te concerne pas ?» Il s'était levé, renversant sa chaise dans un fracas. Puis, il avait pointé du doigt chaque collègue qui riait, chaque visage qui se détournait. « Vous pensez que c'est drôle? Vous pensez que c'est normal ?» Il avait continué, les mots jaillissant comme un torrent. Il avait parlé de ses nuits blanches à perfectionner leur campagne, de ses années à encaisser les moqueries, de sa peur de perdre son emploi s'il osait répondre. Et puis, il avait lâché la vérité qui avait tout changé. « Vous vous moquez de moi parce que je suis gai, mais c'est vous qui êtes petit. C'est vous qui êtes faible. » Le silence qui avait suivi était assourdissant. Marc, pour la première fois, n'avait rien trouvé à répondre. Étienne avait ramassé ses affaires et quitté la pièce, laissant derrière lui un bureau figé dans la honte. Dans la rue, sous la pluie, il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Il avait tout risqué, son travail, sa stabilité, son avenir. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait libre. Il s'arrêta devant un café, le cœur battant, où il avait l'habitude de retrouver Camille et Julien, ses amis les plus proches. Ils étaient sa famille choisie, ceux qu'il avait toujours soutenus, même dans ses moments les plus sombres. Camille, 28 ans, était serveuse dans ce café. Elle avait une énergie débordante, un rire communicatif et une langue acérée. Elle avait grandi dans une petite ville de Provence, où être lesbienne n'était pas exactement une carte de visite. Paris avait été sa délivrance, mais elle portait encore les cicatrices d'une adolescence où elle avait dû se cacher. Julien, 35 ans, était un ancien boxeur devenu éducateur social. D'origine maghrébine, il avait fui une famille conservatrice qui ne tolérait pas son homosexualité. À Paris, il s'était reconstruit, mais il gardait une colère sourde contre un monde qui l'avait forcé à choisir entre son identité et son passé. Quand Étienne entra dans le café, trempé jusqu'aux os, Camille fut la première à le voir. « Mon Dieu, Étienne, qu'est-ce qui t'arrive » lança-t-elle, abandonnant son plateau pour courir vers lui. Julien, assis dans un coin avec un livre, releva les yeux et comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était passé. Étienne leur raconta tout, sa voix oscillant entre la fureur et l'épuisement. Camille tapa du poing sur la table. « Ces salauds. Il faut les faire payer, Étienne. Tu ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. » Julien, plus posé, posa une main sur son épaule. « Tu as été courageux. Mais maintenant, il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Étienne n'avait pas de réponse. Il avait agi sur un coup de tête, poussé par des années de frustration. Mais une chose était sûre, il ne pouvait pas revenir en arrière. Pas après avoir dit la vérité. Pas après avoir vu la peur dans les yeux de Marc. Ce soir-là, dans le café, alors que la pluie continuait de tomber dehors, les 3 amis firent un pacte. Ils allaient se battre, pas seulement pour Étienne, mais pour tous ceux qui, comme eux, devaient cacher une part d'eux-mêmes pour survivre. Ils ne savaient pas encore comment, mais une étincelle s'était allumée. Une révolution personnelle était en marche. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Étienne.
Il oscillait entre l'euphorie d'avoir enfin tenu tête à Marc et l'angoisse de l'avenir. Sans emploi, avec un loyer parisien à payer et une réputation potentiellement ruinée dans le milieu de la publicité, il se sentait comme un funambule au-dessus d'un vide. Pourtant, chaque fois qu'il repensait à ce moment où il s'était levé, où il avait brisé le silence, une chaleur lui montait au cœur. Il avait repris une part de lui-même. Camille et Julien devinrent son ancre. Le lendemain de l'incident, ils se retrouvèrent au cœur battant, autour d'une table encombrée de tasses de café et de croissants à moitié mangés. Camille, toujours pragmatique, avait déjà une idée. « Tu devrais parler de ce qui s'est passé, Étienne. Pas juste à nous, mais au monde. Les réseaux sociaux, un blog, n'importe quoi. Les gens doivent savoir. » Étienne fronça les sourcils. « Et dire quoi ? Que je me suis fait humilier pendant des années. Que j'ai pété un câble. » Il secouait la tête, sceptique. Personne ne va s'intéresser à ça. Julien, qui lisait un article sur son téléphone, releva les yeux. « Tu te trompes. Les gens comme nous, ceux qui se taisent parce qu'ils ont peur, ils ont besoin d'entendre ton histoire. Tu n'es pas seul, Étienne. » Sa voix était calme, mais il y avait une intensité dans son regard qui fit réfléchir Étienne. Camille tapa sur la table, faisant sursauter un client à côté. « Exactement. Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ceux qui n'ont pas encore osé parler. » Elle sortit son téléphone et commença à taper frénétiquement. « On va créer un compte X pour toi. On va appeler ça la vérité d'Étienne. » Étienne éclata de rire malgré lui. Ça sonne comme un mauvais titre de film. Mais il ne protesta pas quand Camille commença à rédiger un premier message, décrivant en termes crus ce qui s'était passé à la Lumière Créative. Elle ne mentionna pas le nom de l'agence, pas encore. Mais elle n'épargna aucun détail sur les remarques homophobes, l'ambiance toxique et la colère qui avait poussé Étienne à tout renverser. Le post, publié sous un pseudonyme, devint viral en quelques heures. Des centaines, puis des milliers de personnes partageaient, commentaient, racontaient leurs propres expériences. Des messages d'encouragement affluaient, mais aussi des récits déchirants. Une femme licenciée après avoir affiché une photo de sa partenaire, un jeune homme moqué dans son école, un autre qui avait quitté sa ville natale pour échapper au rejet. Étienne lut chaque message, le cœur lourd mais étrangement léger. Il n'était pas seul. Cependant, tout n'était pas rose. Certains commentaires étaient cruels, accusant Étienne d'exagérer, de chercher l'attention. D'autres, plus inquiétants, venaient de collègues de la Lumière Créative. L'un d'eux, anonyme, écrivait « Tu crois que tu peux détruire une entreprise comme ça ? Attends de voir ce qu'on te réserve. » Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. Camille, fidèle à elle-même, balaya les menaces d'un revers de main. « Ce sont des lâches. Ils essaient de t'intimider parce que tu les as exposés. » Mais Julien, plus prudent, conseilla à Étienne de faire attention. Les gens comme Marc n'aiment pas perdre la face. Ils pourraient chercher à te nuire. Julien avait raison. Quelques jours plus tard, Étienne reçut un appel d'un numéro inconnu. Une voix froide, qu'il reconnut immédiatement comme celle de Marc, lui dit « Tu penses que tu peux salir notre réputation et t'en tirer comme ça ? Reviens t'excuser, ou tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. » Étienne raccrocha sans répondre, mais ses mains tremblaient. Ce soir-là, il se retrouva chez Julien, dans son petit appartement du 20e arrondissement. Les murs étaient couverts de photos de manifestations pour les droits LGBT, de coupures de journaux, de souvenirs d'une vie de combat. Julien prépara un thé à la menthe, un rituel qu'il avait gardé de son enfance, et s'assit face à Étienne. « Tu as peur ? » demanda-t-il. Étienne hocha la tête. « Oui, mais je suis aussi en colère. Je ne veux pas me taire. Pas encore. » Julien sourit, un sourire rare mais sincère. « Alors, on va se battre ensemble. » Il parla de son passé, de la douleur d'avoir été rejeté par sa famille, de la force qu'il avait trouvée en s'entourant de gens comme Camille et Étienne. « Tu as allumé une flamme, mon ami. Maintenant, il faut la protéger. » Le lendemain, Étienne prit une décision. Il allait porter plainte contre la Lumière Créative pour harcèlement. Ce ne serait pas facile, il le savait. Mais il ne pouvait plus reculer. Avec l'aide de Camille, qui contacta une avocate spécialisée dans les discriminations, et de Julien, qui mobilisa son réseau d'activistes, Étienne commença à préparer son dossier. La bataille ne faisait que commencer. La salle d'attente de l'avocate, maître Sophie Laurent, était un havre de calme au cœur du chaos parisien. Située dans le 6e arrondissement, elle sentait le bois ciré et le papier ancien. Étienne, assis entre Camille et Julien, triturait nerveusement un coin de sa chemise. Il avait rendez-vous pour discuter de sa plainte, mais l'idée de se lancer dans un combat juridique l'effrayait autant qu'elle l'excitait. Sophie,
Une femme d'une quarantaine d'années à l'allure élégante mais directe, les accueillit avec un sourire chaleureux. « Étienne, j'ai lu votre histoire sur X. Vous avez du courage. » Elle s'assit, croisant les mains sur son bureau. « Mais soyons clairs, porter plainte pour harcèlement et discrimination est un chemin semé d'embûches. Vous êtes prêt à ça ?» Étienne échangea un regard avec Camille, qui hocha la tête pour l'encourager. « Je n'ai pas le choix, » répondit-il. « Si je me tais, rien ne changera. » Sophie hocha la tête, satisfaite. Elle expliqua les étapes, rassembler des preuves, trouver des témoins, et surtout, se préparer à une contre-attaque de la lumière créative. « Ils vont essayer de vous discréditer, » prévint-elle. « Ils diront que vous étiez incompétent, instable, que vous avez mal interprété leurs remarques. » Julien, qui était resté silencieux, intervint. « Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Étienne n'est pas seul. On a des gens qui parlent, qui partagent leurs propres histoires. Cette agence n'est pas intouchable. » Sophie nota tout, son stylo courant sur le papier. Elle demanda à Étienne de lui fournir des emails, des messages, tout ce qui pourrait prouver l'ambiance toxique au travail. Mais le vrai défi, expliqua-t-elle, serait de trouver des collègues prêts à témoigner. Dans ce genre d'affaires, les gens ont peur de perdre leur emploi. Vous devrez les convaincre. De retour dans la rue, Étienne sentit le poids de cette responsabilité. Convaincre ses collègues? La plupart l'avaient ignoré ou s'étaient moqués de lui. Mais il y avait une personne à qui il pensait, Léa, une assistante de production de 25 ans, qui avait toujours été gentille avec lui. Elle n'avait jamais ri aux blagues de Marc, et parfois, elle lui lançait des regards désolés, comme si elle voulait dire quelque chose mais n'osait pas. Camille, toujours pleine d'idées, proposa de l'approcher. « On va organiser une rencontre discrète. Peut-être qu'elle sait des choses. Peut-être qu'elle parlera. » Le lendemain, Étienne envoya un message à Léa, lui proposant de prendre un café. À sa surprise, elle accepta immédiatement. Ils se retrouvèrent dans un petit bistrot près de la Seine, loin des regards indiscrets. Léa, avec ses lunettes rondes et son air timide, semblait nerveuse. « Je sais pourquoi tu veux me voir, » dit-elle avant même qu'Étienne ne parle. « Et je veux t'aider. » Elle raconta comment Marc avait créé une culture de peur dans l'agence. Les remarques homophobes n'étaient que la pointe de l'iceberg. Sexisme, favoritisme, pression constante. « J'ai vu comment il te traitait, » murmura-t-elle. « J'aurais dû parler plus tôt. Je suis désolé. » Étienne sentit une vague de gratitude l'envahir. « Tu parles maintenant, » dit-il doucement. « C'est ce qui compte. » Léa accepta de témoigner, mais à une condition, que son identité reste protégée jusqu'au procès. Elle avait peur des représailles, et Étienne ne pouvait pas lui en vouloir. Avec son témoignage, et ceux d'autres anciens employés qui commencèrent à se manifester sur X, le dossier d'Étienne prenait forme. Mais la lumière créative ne restait pas inactive. Une semaine plus tard, Étienne reçut une lettre recommandée, une mise en demeure, l'accusant de diffamation et menaçant de poursuite s'il ne retirait pas ses accusations. Camille, en lisant la lettre, éclata de rire. Il panique. C'est bon signe. Julien, plus pragmatique, contacta des associations LGBT parisiennes pour organiser un rassemblement de soutien. L'idée était simple, montrer que la communauté était derrière Étienne. Le jour du rassemblement, sous un ciel gris mais sans pluie, des dizaines de personnes se réunirent devant l'agence, brandissant des pancartes avec des slogans comme « La vérité ne se tait pas » et « Stop à l'homophobie au travail ». Étienne, au centre de la foule, sentit des larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois, il réalisa l'ampleur de ce qu'il avait déclenché. Mais à l'intérieur de l'agence, Marc et ses alliés préparaient leur contre-attaque. Et elle allait frapper là où Étienne s'y attendait le moins. La contre-attaque de la lumière créative fut vicieuse. Un matin, Étienne se réveilla pour trouver son nom placardé sur des articles en ligne, tous publiés par des sites obscurs mais repris sur X. Les titres étaient assassins. Graphiste licencié pour incompétence accuse son employeur de discrimination, Étienne M, un employé instable cherchant la gloire. Les articles, anonymes mais clairement orchestrés, déformaient la vérité, peignant Étienne comme un opportuniste colérique qui avait inventé des accusations pour se venger d'un licenciement. Camille, en découvrant les articles, entra dans une rage noire. « Ils essaient de te salir », cria-t-elle, faisant les 100 pas dans le salon d'Étienne. « On va riposter. On va montrer qui ils sont vraiment. » Julien, plus calme, analysa les articles. C'est une stratégie classique. Ils veulent détourner l'attention. Mais ils ont sous-estimé une chose, toi. Étienne, lui, était sonné. Lire son nom associé à des mensonges lui donnait la nausée. Il avait envie de tout abandonner, de disparaître. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux,
il revoyait le visage de Marc, son sourire moqueur, et il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Avec l'aide de Sophie, Étienne rédigea une réponse publique, publiée sur X. Il ne nia pas les accusations, il les affronta de front. « Oui, j'ai été en colère », écrivit-il. « Oui, j'ai renversé une chaise. Mais c'était après des années de moqueries, d'humiliations, de regards détournés. Je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas un menteur. » Il joignit des captures d'écran de mes internes où Marc faisait des commentaires déplacés, ainsi que des messages de soutien d'anciens collègues. La réponse d'Étienne fit l'effet d'une bombe. Les médias indépendants commencèrent à s'intéresser à l'affaire, et une chaîne de télévision locale invita Étienne pour une interview. Nerveux mais déterminé, il accepta. Assis sous les projecteurs, face à une journaliste compatissante, il raconta son histoire avec une sincérité qui toucha des milliers de téléspectateurs. « Je ne veux pas de pitié », conclut-il. « Je veux juste que les gens comme moi puissent travailler sans avoir à cacher qui ils sont. » L'interview marqua un tournant. Des associations nationales, comme SOS Homophobie, offrirent leur soutien. Des avocats bénévoles se joignirent à Sophie pour renforcer le dossier. Mais surtout, d'autres employés de la lumière créative commencèrent à parler. Une graphiste, une comptable, un stagiaire, tous racontèrent des histoires similaires d'intimidation et de discrimination. L'agence, autrefois intouchable, commençait à vaciller. Mais Marc n'avait pas dit son dernier mot. Lors d'une réunion interne, il annonça un plan pour restaurer la réputation de l'agence. Une campagne de communication massive, mettant en avant leur supposée inclusivité. Ils engagèrent même un consultant en relations publiques, Claire, une femme connue pour redorer l'image d'entreprise en crise. Claire, cependant, avait un secret. Elle était lesbienne, et bien qu'elle le cachât à ses clients, elle suivait l'histoire d'Étienne depuis le début. Quand Claire rencontra Marc, elle sentit immédiatement son hypocrisie. Il parlait des unités et de diversité, tout en minimisant les accusations d'Étienne comme un malentendu. Claire, intriguée, contacta Étienne en secret. « Je veux vous aider », lui dit-elle lors d'un appel. « Mais je dois être prudente. Si je parle, je perds mon contrat. » Étienne, méfiant au début, finit par lui faire confiance. Claire lui fournit des informations internes. Des emails où Marc donnait des instructions pour gérer le problème Étienne, des enregistrements de réunions où il riait des accusations. Ces preuves étaient explosives, mais elles mettaient Claire en danger. « Si je fais ça, » murmura-t-elle, « je dois être prête à tout perdre. » Camille, toujours audacieuse, proposa une idée risquée, organiser une fuite massive des documents sur X anonymement. Julien, plus prudent, s'inquiéta des conséquences pour Claire. Mais Étienne, inspiré par son propre courage, dit « On ne peut pas demander aux autres de se taire pour toujours. Si elle veut parler, on doit l'aider. » Claire accepta. Les documents furent publiés, et l'agence plongea dans le chaos. Les clients commencèrent à se retirer, les médias s'emparèrent de l'histoire, et Marc, acculé, tenta de nier. Mais le mal était fait. La vérité, comme Étienne l'avait promis, renversait tout. Le scandale éclata comme une tempête. Les documents divulgués par Claire, relayés sur X et repris par les médias, mirent la lumière créative à genoux. Les gros titres parlaient de culture toxique, de harcèlement systématique. Les clients, effrayés par la mauvaise publicité, rompirent leurs contrats les uns après les autres. Marc, jusque-là intouchable, fut convoqué par le conseil d'administration de l'agence. Étienne, de son côté, devint une figure malgré lui, un symbole pour ceux qui luttaient contre la discrimination. Mais la victoire avait un goût amer. Étienne recevait des messages de soutien, mais aussi des menaces. Des appels anonymes au milieu de la nuit, des insultes sur X, des lettres glissées sous sa porte. « Tu vas payer », lisait l'une d'elles, écrite en lettres capitales. Camille voulait appeler la police, mais Étienne refusait. « Ils veulent me faire peur. Je ne leur donnerai pas ce plaisir. » Julien, toujours protecteur, insista pour qu'Étienne emménage chez lui le temps que les choses se calment. L'appartement de Julien devint leur quartier général, un lieu où ils planifiaient leurs prochaines actions. Camille, avec son énergie inépuisable, organisa des ateliers avec des associations pour sensibiliser à l'homophobie en milieu professionnel. Étienne, quant à lui, commença à écrire un blog racontant non seulement son histoire, mais celle des autres. Chaque témoignage qu'il recevait renforçait sa détermination. Pendant ce temps, Claire, la consultante qui avait tout risqué, traversait sa propre tempête. Après la fuite des documents, elle perdit son contrat avec la lumière créative, comme elle l'avait craint. Mais à sa surprise, d'autres entreprises, impressionnées par son courage, lui proposèrent du travail. Elle choisit de rejoindre une petite agence éthique où elle pouvait être elle-même.
Lors d'une rencontre avec Étienne, elle lui confia « Tu m'as donné le courage de ne plus me cacher. Merci ». Le procès contre l'agence approchait, et Sophie travaillait sans relâche pour préparer Étienne. Les preuves étaient solides, mais Marc et ses avocats jouaient la carte de la diffamation, accusant Étienne d'avoir manipulé les faits. Ils engagèrent même un ancien collègue, Paul, pour témoigner contre lui. Paul, un homme falot qui avait toujours suivi Marc comme un ombre, affirma qu'Étienne avait exagéré les remarques et provoqué les conflits. Cette trahison blessa Étienne plus qu'il ne voulait l'admettre. Paul avait été son ami, du moins le croyait-il. Camille, furieuse, voulait confronter Paul, mais Julien la retint. « Laisse-le. Il a choisi son camp. Ce qui compte, c'est qu'on a la vérité de notre côté. » Le jour du procès, le tribunal correctionnel de Paris était bondé. Des militants, des journalistes et même des curieux remplissaient la salle. Étienne, vêtu d'un costume simple mais élégant, entra avec Camille et Julien à ses côtés. Quand il vit Marc, assis avec son avocat, un sourire narquois aux lèvres, il sentit son estomac se nouer. Mais il se rappela les mots de Julien « Tu es plus fort qu'eux ». Le témoignage d'Étienne fut déchirant. Il parla de ses années de silence, des blagues qui n'en étaient pas, de la peur constante de perdre sa place. Léa, fidèle à sa promesse, témoigna à son tour, décrivant l'ambiance oppressante de l'agence. Claire, malgré les risques, prit la parole, révélant les coulisses de la campagne de communication de Marc. Chaque mot était un coup porté à la façade de la lumière créative. Quand ce fut au tour de Marc de parler, il tenta de minimiser, affirmant que ses remarques étaient mal interprétées. Mais sous le feu des questions de Sophie, il s'en mêla, révélant son mépris. Le juge, une femme à l'air sévère, nota tout. À la fin de la première journée, Étienne était épuisé mais étrangement apaisé. Il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Dehors, une petite foule l'attendait, brandissant des pancartes de soutien. Une jeune femme s'approcha, les larmes aux yeux. « Merci », murmura-t-elle. « Grâce à vous, j'ai osé parler à mon patron. » Étienne, ému, ne trouva pas les mots. Il se contenta de lui serrer la main. Mais la bataille n'était pas terminée. Le verdict ne serait rendu que dans plusieurs semaines, et Marc préparait une dernière manœuvre pour sauver sa peau. Les semaines précédant le verdict furent un mélange d'espoir et d'angoisse. Étienne passait ses journées à répondre à des messages de soutien, à donner des interviews, à rencontrer des militants. Son histoire avait dépassé les frontières de Paris, inspirant des discussions sur le harcèlement dans d'autres pays. Mais chaque nuit, seul dans l'appartement de Julien, il se demandait s'il avait fait le bon choix. Et si le juge ne le croyait pas? Et si Marc s'en sortait indemne? Camille, toujours optimiste, le secouait. « Tu as déjà gagné, Étienne. Regarde tout ce que tu as déclenché. Les gens parlent, les entreprises réfléchissent. Tu as changé les choses. » Julien, plus réaliste, ajoutait « Mais on doit rester vigilant. Marc ne va pas abandonner si facilement. » Il avait raison. Quelques jours avant le verdict, un nouvel article apparut, cette fois dans un grand journal national. Intitulé « La vérité derrière l'affaire Étienne M », il insinuait que tout était une conspiration orchestrée par des activistes pour détruire une entreprise respectable. L'article citait des sources anonymes, probablement des alliés de Marc, et remettait en question la crédibilité de Léa et Claire. Étienne, en lisant l'article, sentit la colère monter. Mais ce fut Camille qui explosa. Ils ne savent plus quoi inventer. On va leur montrer qu'on ne se tait pas. Elle organisa une conférence de presse improvisée, invitant des médias indépendants et des associations. Étienne, Léa, Claire et même Julien prirent la parole, réaffirmant leur vérité. La conférence, diffusée en direct sur X, toucha des milliers de personnes. Les messages de soutien affluèrent, noyant les attaques. Mais Marc avait une dernière carte à jouer. Lors de la dernière audience, il présenta un témoin surprise, un ancien employé, Thomas, qui affirma qu'Étienne avait manipulé tout le monde pour se faire passer pour une victime. Thomas, un homme nerveux d'une trentaine d'années, raconta une version déformée des faits, prétendant qu'Étienne avait provoqué Marc intentionnellement. Sophie, imperturbable, contre-attaqua, mettant en lumière les incohérences dans son témoignage. Il s'avéra que Thomas avait été promu peu après le départ d'Étienne, un pot de vin évident. Le jour du verdict arriva enfin. La salle était encore plus pleine que lors de la première audience. Étienne, entouré de Camille, Julien, Léa et Claire, sentait son cœur battre à tout rompre. Quand le juge prit la parole, le silence était total. Après examen des preuves et des témoignages, commença-t-elle, le tribunal conclut que la lumière créative a fait preuve d'un comportement discriminatoire à l'encontre de M. Étienne Moreau.
L'agence est reconnue coupable de harcèlement moral et devra verser des dommages et intérêts. Elle ajouta que Marc serait personnellement sanctionné pour ses agissements. Un cri de joie éclata dans la salle. Camille serra Étienne dans ses bras, tandis que Julien, plus discret, lui donna une tape sur l'épaule. Léa pleurait, Claire souriait. Étienne, lui, était figé. Il avait gagné. Mais plus que l'argent ou la reconnaissance, c'était la validation de sa vérité qui comptait. Dehors, la foule les accueillit avec des applaudissements. Étienne, poussé par Camille, prit la parole. « Ce n'est pas juste ma victoire, » dit-il, la voix tremblante. « C'est celle de tous ceux qui ont été réduits au silence. Merci de m'avoir soutenu. » Mais même dans ce moment de triomphe, Étienne savait que le combat n'était pas terminé. La victoire juridique était une étape, pas une fin. Il voulait faire plus, transformer cette douleur en quelque chose de durable. Après le verdict, Étienne se retrouva au centre d'une tornade médiatique. Les journaux, les chaînes de télévision, les podcasts, tous voulaient son histoire. Il accepta quelques interviews, mais rapidement, il se sentit dépassé. Il n'avait jamais voulu être une célébrité, il voulait juste être entendu. Camille, toujours à ses côtés, le taquinait « Tu es une rockstar, maintenant. Profite un peu. » Mais Étienne, fidèle à lui-même, préférait les moments calmes avec ses amis. Julien, de son côté, avait une idée. « Tu as une plateforme, maintenant, » lui dit-il un soir, alors qu'il partageait un couscous dans un restaurant du 18e arrondissement. « Tu peux en faire quelque chose de grand. Pas juste pour toi, mais pour tout le monde. » Il parlait d'une organisation, un mouvement pour soutenir ceux qui subissaient des discriminations au travail. Étienne, d'abord réticent, commença à y réfléchir. Avec l'aide de Sophie, Camille et Julien, il fonda Vérité au travail, une association visant à offrir des ressources juridiques et psychologiques aux victimes de harcèlement. Claire, avec ses contacts dans le monde de la communication, aida à créer une campagne de sensibilisation. Léa, quant à elle, devint la première bénévole, organisant des ateliers pour les jeunes employés. L'association prit rapidement de l'ampleur. Des dons affluèrent, des entreprises éthiques proposèrent des partenariats, et des bénévoles de toute la France rejoignirent le mouvement. Étienne, qui avait toujours été discret, se retrouva à donner des conférences, à rencontrer des politiciens, à plaider pour des lois plus strictes contre la discrimination. Chaque fois qu'il parlait, il pensait à ceux qui n'avaient pas encore osé s'exprimer. Mais le succès de l'association attira aussi l'attention des opposants. Des groupes conservateurs lancèrent des campagnes contre Étienne, l'accusant de vouloir détruire les valeurs traditionnelles. Les menaces reprirent, plus violentes. Une nuit, la vitrine du local de l'association, située dans le 11e arrondissement, fut brisée. Un mot était peint en rouge, « traître ». Camille, fidèle à son tempérament, voulut organiser une manifestation immédiate. Julien, plus stratégique, proposa de renforcer la sécurité et de travailler avec la police. Étienne, lui, choisit une autre voie. Il organisa une journée portes ouvertes au local, invitant la communauté à venir discuter, partager, comprendre. Des dizaines de personnes vinrent, certaines curieuses, d'autres hostiles. Mais Étienne, avec sa sincérité désarmante, transforma les tensions en dialogue. Une femme, venue pour protester, finit par s'excuser, les larmes aux yeux, après avoir entendu son histoire. Ce moment marqua un tournant pour Étienne. Il réalisa que la vérité, bien que douloureuse, avait le pouvoir de changer les cœurs. Il ne s'agissait plus seulement de se battre contre Marc ou la lumière créative, mais de construire un monde où personne n'aurait à cacher qui il est. Pourtant, une part de lui restait hantée. Il repensait à Paul, à Thomas, à ceux qui avaient choisi de se ranger du côté de l'oppression. Il se demandait s'il aurait pu les convaincre, s'il avait été plus patient, plus persuasif. Julien, toujours perspicace, le rassura « Tu ne peux pas sauver tout le monde. Mais tu as sauvé toi-même. » Et ça, c'est énorme. À mesure que l'association grandissait, Étienne trouva un nouvel équilibre. Il recommença à travailler comme graphiste, mais cette fois en freelance, choisissant des projets alignés avec ses valeurs. Il emménagea dans un petit appartement à Belleville, qu'il décora avec des affiches de ses campagnes préférées. Camille et Julien restaient ses piliers, toujours là pour le faire rire ou le remettre sur les rails. Mais il manquait encore quelque chose dans sa vie. Une connexion plus profonde, une histoire d'amour qu'il n'avait jamais osé chercher. Jusqu'à ce qu'il rencontre Lucas. Lucas était bénévole à Vérité au travail. À 30 ans, il était libraire dans une petite boutique du Marais, avec un sourire timide et des yeux noisettes qui semblaient voir à travers les gens. Il avait rejoint l'association après avoir lu l'histoire d'Étienne dans un journal.
J'ai grandi dans un village où être gai était un péché, confia-t-il à Étienne lors de leur première rencontre. Ton courage m'a donné envie de faire quelque chose. Étienne, au début, ne savait pas comment réagir. Il n'avait pas l'habitude qu'on le regarde avec autant d'admiration. Mais au fil des réunions, des cafés partagés, des soirées à organiser des événements, une complicité naquit. Lucas avait une douceur qui contrastait avec l'énergie débordante de Camille et la gravité de Julien. Avec lui, Étienne se sentait vu, non pas comme un symbole, mais comme un homme. Leur premier rendez-vous eut lieu un soir d'hiver, sous les lumières de Noël du marché de Saint-Germain. Ils marchèrent le long des stands, riant de leurs goûts opposés en matière de vin chaud. Lucas préférait le classique, Étienne le cannelle. Quand Lucas glissa sa main dans la sienne, Étienne sentit son cœur s'arrêter, puis repartir plus fort. Pour la première fois depuis longtemps, ils n'avaient pas peur. Leur relation grandit lentement, avec une tendresse qui contrastait avec la tempête qu'avait été la vie d'Étienne. Lucas n'était pas seulement un amant, il était un refuge. Quand Étienne doutait de lui, Lucas lui rappelait pourquoi il se battait. Quand il recevait des menaces, Lucas l'écoutait sans juger. Et quand il pleurait, repensant aux années d'humiliation, Lucas le serrait dans ses bras, murmurant « Tu es assez ». 1 an après le verdict, Vérité au travail avait changé la vie de dizaines de personnes. L'association avait aidé à porter plusieurs plaintes similaires, sensibiliser des entreprises et même influencer une proposition de loi pour renforcer les protections contre la discrimination. Étienne, désormais à la tête de l'organisation, n'était plus le graphiste discret d'autrefois. Il était devenu une voix, un espoir. Mais le moment qui le marqua le plus fut personnel. Lors d'un gala de collecte de fonds, entouré de Camille, Julien, Léa, Claire et Lucas, Étienne prit la parole. Il parla de sa peur, de sa colère, de sa victoire. Mais il parla surtout d'amour, l'amour de ses amis, l'amour de Lucas, l'amour de soi. J'ai appris que la vérité, dit-il, les larmes aux yeux, n'est pas seulement un cri contre l'injustice. C'est aussi une promesse de s'aimer, malgré tout. La salle éclata en applaudissements. Lucas, dans le public, lui lança un sourire qui valait tous les verdicts du monde. Camille, fidèle à elle-même, cria « C'est ça, mon héros ». Julien, discret, hocha la tête, fier. Ce soir-là, sous les étoiles parisiennes, Étienne comprit que sa vérité avait non seulement renversé un bureau, mais bâti un avenir. Il avait transformé sa douleur en force, son silence en cri, son humiliation en victoire. Et dans les bras de Lucas, il sut qu'il avait trouvé bien plus qu'une cause. Il avait trouvé un foyer.